Deuxième partie de ce cours sur les morales téléologiques. Alors, le sous-titre était l'hédonisme et l'utilitarisme, mais le plan indiquait entre les deux une autre version qui n'a pas été défendue sous ce nom par, je crois, aucun philosophe, mais que l'on peut attribuer euh, à certaines doctrines philosophiques. On peut même considérer que l'hédonisme est une version de l'égoïsme éthique et que certains philosophes ont pu attribuer à leurs adversaires pour le critiquer. Donc l'étiquette d'égoïsme n'est certainement pas favorable, mais au fond, les philosophes qui réfléchissent sur les structures, les manières d'envisager la pensée morale, ont trouvé que c'était une étiquette très utile pour désigner à la fois sur le plan psychologique une théorie de l'action humaine qui ne serait expliquée que par les intérêts personnels des agents, donc des intérêts égoïstes, et une doctrine éthique qui dériverait ou qui s'appuierait sur cet égoïsme psychologique pour dire que l'action bonne ou la bonté des actions ne peut être pensée qu'en fonction de ses intérêts personnels. Donc on distingue l'égoïsme psychologique de l'égoïsme éthique. Alors l'égoïsme psychologique, on peut le définir comme je vous le présente, le bonheur ou la vie bonne, le souverain bien, consiste à avoir le maximum de ses désirs satisfaits, quels que soient leurs objets. Donc c'était l'alternative dont je parlais dans le cours précédent, qui consiste à élargir la notion de bonheur, non pas à la somme ou au différentiel des plaisirs et des douleurs, quand bien même la notion de plaisir serait très diversifiée, inclurait toutes les formes de joie, mais à l'élargir à la satisfaction de tous les désirs. Les avantages de l'égoïsme psychologique, c'est que de la même manière que l'hédonisme était souple ou permettait une diversité de plaisirs, là, la diversité est encore plus grande, puisque les désirs des uns ne sont pas les désirs des autres, et donc les formes de bonheur peuvent être aussi diversifiées que le sont les agents qui ont des désirs différents. Chacun a une autorité sur ses désirs, donc on rend bien compte de l'autorité des désirs et du fait que chacun est le mieux à même de dire si cette vie est une vie heureuse ou pas. Il n'y a pas de valeurs objectives. Alors ça peut être considéré comme un avantage ou comme un inconvénient, mais comme beaucoup de philosophes s'en prennent à l'idée, de philosophes et de non-philosophes, à l'idée de, de valeurs qui seraient entièrement indépendantes de nous, ils seront satisfaits par une philosophie qui refuse l'idée de valeurs objectives. Les seules valeurs dépendent des désirs des individus. Peut-être plus encore que dans des versions de l'hédonisme où on dirait que les plaisirs sont des plaisirs que vous le désiriez ou non, c'est comme ça dépend de la nature humaine, c'est une certaine objectivité, vous n'avez pas d'autorité sur le fait qu'une chose est un plaisir ou pas. En tout cas, cette autorité est encore plus évidente, et donc la subjectivité est encore plus évidente quand il s'agit des désirs. C'est une doctrine qui explique la motivation, qui explique pourquoi nous agissons, quel est le moteur de nos actions, ce sont nos désirs. Et c'est une doctrine qui permet de rendre compte des erreurs. Nous pouvons nous tromper sur l'objet de notre désir et des difficultés. Les désirs ne sont pas faciles, également faciles à satisfaire. Nous pouvons aussi nous tromper sur ce que nous désirons vraiment, parce qu'il y a des désirs qui sont plus, non pas forcément plus apparents, mais plus immédiats que d'autres, qui sont plus transparents à la conscience que d'autres, qui sont plus proches de l'impulsion immédiate. Il faut bien voir quelles sont les implications de l'égoïsme psychologique. Si l'égoïsme psychologique est vrai, si nous ne pouvons nous mouvoir dans nos actions qu'en fonction de nos intérêts personnels, de nos désirs personnels, alors nous ne pouvons pas être altruistes. C'est une impossibilité psychologique. Et si nous ne pouvons pas être altruistes, nous ne pouvons pas avoir le devoir d'être altruistes si vous acceptez le principe que nous avions vu, dont la version la plus célèbre est celle de Kant, mais elle est très générale, que devoir suppose ou implique pouvoir. À l'impossible, nul n'est tenu. Donc si nous ne pouvons pas être altruistes, nous ne pouvons pas devoir être altruistes. Et donc, si l'égoïsme psychologique est vrai, nous ne pouvons pas avoir le devoir d'être altruistes. Donc s'il y a une vérité psychologique de l'égoïsme,
cela a une contrainte sur les doctrines éthiques très forte, qui est que l'altruisme est exclu parce qu'il est impossible. Quelques arguments. L'argument du désir le plus fort. Quand vous faites quelque chose, vous êtes motivé par votre désir le plus fort. Vous pouvez avoir plusieurs désirs qui sont incompatibles entre eux. Satisfaire l'un veut dire frustrer l'autre, mais c'est le désir le plus fort qui vous en conduit à l'action. Deuxième prémisse, quand vous êtes motivé par votre désir le plus fort, vous poursuivez votre intérêt personnel. En un sens, tous les désirs expriment un intérêt personnel, mais le désir le plus fort, c'est, on pourrait dire, le vecteur qui est la somme de ces différents intérêts, et c'est notre intérêt personnel. Donc, quand vous faites quelque chose, vous poursuivez votre intérêt personnel. Donc, la conclusion, l'égoïsme psychologique est la conclusion des deux prémices que j'ai évoquées. Ce qui veut dire que l'égoïste doit nier l'existence d'actions par devoir, au sens où une action par devoir s'opposerait à une action par plaisir ou une action que l'on désire faire. Vous pourriez dire que le devoir peut être l'objet d'un désir, mais alors ça n'est pas un intérêt personnel. Donc ça voudrait dire à ce moment-là que l'on peut désirer autre chose que son intérêt personnel. À ce moment-là, évidemment, tout ce que l'on fait, on le désire, mais l'idée c'est que on avait rattaché la notion de désir à celle d'intérêt personnel, et l'action faite par devoir, c'est une action, l'idée d'action faite par devoir, c'est l'idée d'une action qui ne répond pas toujours à l'intérêt personnel. La deuxième prémisse, pour qui croit que l'altruisme est possible, et encore plus que c'est un devoir, euh, la deuxième prémisse sera pour lui ou pour elle une pétition de principe. Bon, lui refuse cette prémisse, donc il ne va pas accepter la conclusion égoïste en 3. Enfin, il faut souligner que même s'il est vrai que la satisfaction du désir le plus fort ou des désirs en général améliore la condition de quelqu'un, cela ne prouve pas que le motif du désir, ce qui était désiré, était égoïste, c'est-à-dire visait cette amélioration. De la même manière, on avait vu avec le paradoxe du bonheur, euh, celui qui désire accomplir son devoir améliore peut-être sa condition et s'en trouvera peut-être aussi plus heureux après, mais ça ne veut pas dire qu'il visait, en cherchant à accomplir son devoir, cette amélioration. Deuxième argument en faveur de l'égoïsme psychologique, l'argument du bénéfice escompté. Quand vous faites quelque chose, vous espérez, vous escomptez que votre situation s'en verra améliorée. 2. Si vous espérez que votre situation s'améliore, alors vous cherchez votre intérêt personnel. Donc, quand vous faites quelque chose, quand vous agissez, vous poursuivez votre intérêt personnel. La première prémisse n'est pas évidente. Certains ou certaines sont pessimistes. Ils n'espèrent rien de positif. Et, de manière peut-être moins dramatique, je crois que nous serions tous d'accord pour penser qu'il y a des cas, dont nous sommes peut-être même les agents, de services rendus sans aucun espoir de récompense, de services rendus incognito. Et sans, parce que je vois bien l'objection, chercher la récompense qui serait la bonne conscience d'avoir rendu ce service. Bien sûr, vous pouvez avoir la théorie que dans tout service rendu, en fait, celui qui rend service cherche une satisfaction personnelle. Mais ça me semble davantage être une affirmation théorique qu'une phénoménologie, une description de ce qui apparaît à la conscience. Nous rendons quelquefois des services sans chercher la moindre satisfaction, parce que soit par devoir, soit de manière très naturelle, très instinctive. Mais admettons la première prémisse. La deuxième pourrait faire l'objet d'une confusion, en tout cas, il n'est pas du tout évident que celui ou celle qui est volontaire pour rendre par exemple un service dans le domaine de l'humanitaire ou autre, cherche une satisfaction. Il cherche peut-être à améliorer euh, sa situation, mais il ne cherche pas son intérêt personnel. Ou alors, pour penser qu'il y a une recherche de l'intérêt personnel, il faudrait accepter un principe général
quand vous espérez que votre action ait X pour résultat, vous avez pour but d'atteindre X. Mais ce principe n'est pas évident. Je peux avoir l'espoir escompté que quelque chose euh, sera produit par mon action sans que je vise ce que j'espère. Dans une compétition, par exemple, je veux gagner, ça c'est certainement mon but, et je peux avoir l'espoir que cela me rendra telle admiration, telle amitié, de l'argent, etc. Mais ce que je vise, c'est la victoire sans nécessairement viser tout ce que j'espère. Donc il ne suffit pas de dire que j'espère X, il faudrait pouvoir dire qu'à chaque fois que j'espère X, c'est X que je vise, et ça n'est pas du tout évident. Troisième argument, l'argument de l'évitement de la peine. Première prémisse, il est vrai que nous n'accomplirions jamais une action dont nous ne pouvons attendre que le malheur, alors toutes nos actions s'efforcent d'éviter le malheur. Deuxième prémisse, nous n'accomplirions jamais une action dont nous ne pouvons attendre que le malheur. Conclusion, donc toutes nos actions s'efforcent d'éviter le malheur et sont en vue de l'intérêt personnel. La deuxième prémisse pourrait bien être fausse. Schaffer-Landau, que je suis ici, donne l'exemple d'un sportif qui laisserait sa place dans les Jeux Olympiques à un de ses camarades, alors qu'il désirait participer à la compétition, mais pour que l'autre ait une chance de participer. Ou un prisonnier prisonnier pour ses opinions politiques, qui préfère s'en tenir à ses opinions en sachant qu'il sera torturé, voire exécuté. Ou au contraire un criminel, mais qui, pour se repentir de ses crimes, ne veut que souffrir. Donc la deuxième prémisse semble fausse. Mais même si l'on pouvait montrer qu'il y a toujours un bénéfice à tirer de son action, la première prémisse est douteuse et demande un principe incontestable, et cette fois le principe aura la forme: s'il est vrai que nous n'accomplirions jamais une action dont on ne puisse attendre que le résultat X, alors nous essayons toujours d'éviter X. Il est bien possible qu'il y ait des choses qu'on ne ferait jamais en raison d'un résultat X, mais cela ne veut pas dire que dans toute action, on vise à éviter cela. Je ne vise pas dans tout ce que je fais à éviter la mort ou à éviter la souffrance, mais il est bien vrai que je ne ferai jamais une action qui devrait, en tout cas je pense que j'éviterai au maximum les actions qui pourraient me conduire à la mort ou à la souffrance. Alors pour rendre compte des actions qui ne semblent pas motivées par l'intérêt personnel, l'égoïste peut avoir deux stratégies. L'une, c'est de faire appel euh, à l'attrait de la bonne conscience ou à la fuite de la mauvaise conscience pour rendre compte d'actions qui ne semblent pas satisfaire un désir personnel de plaisir ou d'évitement de la douleur, en tout cas satisfaire un désir, euh, avec l'idée qu'en fait il y a une forme de désir concernant cet état psychomoral. Et la deuxième stratégie consiste à dire que l'intérêt personnel est plus large que ce que nous avions pensé, est plus large que les désirs qui sont euh, absolument présents à la conscience et reconnaissables par l'agent. Alors la première stratégie me semble très discutable. Le remords marque souvent une attention aux autres. Je lui ai fait du mal et je le regrette pour lui ou pour elle, et ne marque pas toujours une attention à soi. Je souffre de... Le remords peut être vraiment tourné vers autrui et non seulement tourné vers soi-même. Quant à la seconde, je trouve qu'il est peu crédible que l'intérêt pour autrui soit toujours un intérêt pour soi. L'intérêt pour le bien-être de ses enfants peut n'avoir rien à voir avec l'intérêt pour soi, même si on en retire un bénéfice. De même que on peut souffrir du malheur d'autrui, altruiste, cela ne veut pas dire que l'on agit en raison de la souffrance que nous procure le malheur d'autrui, mais simplement en raison du malheur d'autrui que l'on cherche à éviter.
Certes, on pourra toujours affirmer que l'on est égoïste dans toutes ces situations, mais ça me semble une affirmation qui est, en un sens, contre toute raison, qui est idéologique, qui ne va pas dans le sens de ce qui nous apparaît comme le plus évident. Et en l'absence d'un argument très fort, je crois qu'il vaut mieux adopter un principe de crédulité, c'est-à-dire de penser que les choses sont comme elles nous apparaissent. Bien sûr, nous pouvons nous tromper, et nous ne devrions pas que les choses sont comme elles nous apparaissent si nous avions un argument, si nous avions une raison de nous défier. Mais à part l'idéologie qui consisterait à dire en toute chose nous sommes mus par l'intérêt personnel, il me semble que cela va contre le sens commun. Au fond, l'égoïsme défend l'idée que chacun agit pour soi, et avec un argument que l'on pourrait formuler ainsi, si chacun s'occupait de ses affaires et ne cherchait qu'à satisfaire ses propres désirs, tout le monde irait mieux. Nous devons faire en sorte que tout le monde aille mieux, donc nous devons tous nous occuper de nos affaires et ne chercher qu'à satisfaire nos désirs. Et cet argument que j'ai mis en évidence juste pour le discuter me paraît très contestable. La première prémisse est fausse. Si j'ai besoin d'aide, je ne suis pas mieux, je ne vais pas mieux si chacun s'occupe de soi. La coopération me sera profitable. Donc je conteste la première prémisse. Quant à la seconde, elle est inacceptable pour l'égoïste. Il n'y a pas de devoir qui porte sur le bonheur du grand nombre, le bonheur d'autrui, puisque tout doit être rattaché à l'intérêt personnel. Donc l'argument du chacun pour soi est extrêmement contestable. Donc j'ai en un sens plombé la stratégie de l'égoïsme éthique, puisque si elle repose sur l'égoïsme psychologique et que l'égoïsme psychologique est intenable, l'égoïsme éthique le sera tout autant. Il reste intéressant de regarder ce que dit cette théorie, et je la formule ainsi. Si vous avez le devoir moral de faire quelque chose, vous avez une bonne raison de la faire. Mais si vous avez une bonne raison de faire quelque chose, alors la faire doit améliorer votre situation. Et donc, si vous avez le devoir moral de faire quelque chose, alors faire cette chose doit améliorer votre situation. Il y a une certaine plausibilité de l'argument, mais il faut remarquer que la deuxième prémisse, quand on a une bonne raison de faire quelque chose, cela améliore notre situation, est ambiguë. Il faut distinguer le fait que si une action améliore votre situation, cela vous donne une bonne raison de la faire. Et l'affirmation que si vous avez une bonne raison de faire une action, alors la faire améliore votre situation. Si me confiner améliore ma situation parce qu'il me préserve de nombreux dangers, alors ça me donne une bonne raison de me confiner. Mais il n'est pas clair que si j'ai une bonne raison de me confiner, alors ma situation sera améliorée. Je serai peut-être conduit à une profonde dépression, je serai isolé et malheureux parce que je suis archi sociable et que mon téléphone est déchargé, que mon chargeur est en panne et que je ne peux pas me déplacer. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, les réparateurs de téléphones font partie des commerces jugés essentiels à la survie de la population. Enfin, vous voyez l'idée. C'est pas parce que vous avez une bonne raison de faire quelque chose que cela améliorera votre situation. Schaffer Landau donne l'exemple de quelqu'un qui voit un accident de voiture. Il a une bonne raison d'appeler les secours, mais il n'est pas clair qu'en appelant les secours, il améliorera sa propre situation. Plus généralement, contre l'égoïsme éthique, je crois que l'on peut dire que c'est une doctrine ou une manière d'envisager l'action humaine et les devoirs moraux qui violent en fait nos croyances morales de base. En particulier parce que nous pensons que l'altruisme est une bonne chose et que l'égoïsme éthique est incompatible. En tout cas, ne fait pas de l'altruisme le moindre devoir, là, ne donne aucune valeur intrinsèque. C'est une doctrine qui est incompatible avec l'existence de droits moraux, c'est-à-dire des droits qui imposent des devoirs et qui font qu'il y a des actions qui sont bonnes, des actions qui sont obligatoires, des actions qui sont interdites, indépendamment de l'intérêt personnel des agents. Et c'est donc une doctrine qui donne de manière arbitraire à l'intérêt personnel
la priorité sur toute autre considération. Je ne veux pas dire que dans certains cas, on n'ait pas le droit de se préférer aux autres. Le simple fait de participer à une compétition ou à un examen fait que l'on préfère gagner. Sinon, ça ne sert à rien de... L'important est de participer peut-être, mais si on participe à une compétition, c'est pour gagner. Mais on n'a pas toujours le droit de se préférer aux autres. On n'a pas le droit du coup de tricher, de doubler, voire on n'a pas le droit de demander un privilège. Je ne dis pas qu'on n'a jamais le droit, mais dans de nombreux cas, nous n'avons pas ce droit. Et donc, la doctrine de l'intérêt personnel me semble impossible à justifier rationnellement.